Le deal CVC Capital Partners avec la LFP va-t-il sauver les clubs de Ligue 1? Bienvenue sur CM Football, c'est un très grand plaisir de vous retrouver ce samedi pour évoquer justement ce nouveau sujet marketing, un nouveau rendez-vous qu'on va retrouver tous les samedis désormais à midi sur les sujets marketing du football, parce que ça me fait très plaisir de les partager avec vous, parce que j'ai travaillé dans le marketing sportif dans ma carrière précédente et parce que je suis curieux de justement aller chercher ces informations, ces sujets de fond qui font la différence aujourd'hui dans le football. Alors, on a le plaisir aujourd'hui de recevoir Pierre Rondeau. Pierre Rondeau, il est économiste du sport. Il intervient régulièrement pour RMC, l'Afterfoot, pour également SoFoot. Et il m'a fait le plaisir de répondre lors d'une très longue interview qu'on va voir dans cette vidéo à de nombreuses questions que vous vous posez et que vous m'avez posé également sur Twitter. Mais pour planter les bases, on va voir 3 points qui sont fondamentaux avant d'entrer dans le cœur du sujet avec Pierre. Alors le premier point, c'est pourquoi la LFP a créé cette société commerciale. Le premier point évidemment, la première raison, c'est pour garder une compétitivité en Europe parce qu'on a la première ligue qui va gagner plus de 10 milliards de livres sterling par saison grâce à ses droits domestiques, grâce à ses droits TV vendus à l'international, notamment aux États-Unis. On a la Liga qui va accueillir également CVC Capital Partners et il faut garder une compétitivité justement pour aller concurrencer nos amis européens. Il y a un deuxième point, évidemment, c'était pour éviter la faillite des clubs, à cause de la crise sanitaire, du Covid, à cause de la crise économique avec la faillite de Mediapro. Là, il fallait créer une société commerciale justement pour créer de la valeur. C'est le troisième point, créer de la valeur parce que en faisant rentrer des capitaux, de l'argent frais, le fonds d'investissement dont on va parler tout de suite, eh bien, ça permet aux clubs de pouvoir développer leurs actifs, donc les stades, mais également leurs joueurs, leurs actifs joueurs avec des transferts et de pouvoir tout de suite espérer concurrencer. A l'inverse, évidemment, CVC Capital Partners va chercher à avoir un retour sur investissement. Alors oui, qui est CVC Capital Partners? Juste un mot de manière économique, c'est un fonds d'investissement, il cherche à investir dans des entreprises, à entrer dans le capital des entreprises pour les valoriser, pour les développer et ensuite revendre leur participation en ayant réalisé une plus-value. Alors, quelles sont leurs expériences dans le sport? Eh bien, ils ont une grande expérience dans le sport. Ils sont venus déjà en Formule 1. Ils sont intervenus en Formule 1 dans les années 2000 en rachetant la société de gestion, 75% des parts de la société de gestion pour 1,5 milliard de dollars. Pour les revendre 10 années plus tard, 7,2 milliards de dollars. Ça, c'est l'investissement et le bénéfice économique. Mais aujourd'hui, si on connaît la Formule 1 telle qu'elle est aujourd'hui, c'est que le CVC Capital Partners a posé les bases, les fondements pour permettre à la Formule 1 de se développer. Le deuxième sport sur lequel ils ont investi, c'est le volleyball récemment et également le rugby avec le tournoi Destination, encore une fois dans la volonté de développer le tournoi aux yeux de tous. Et enfin, le football avec la Liga Impulso, la société commerciale de Javier Tebas qui a été créée l'année dernière avec encore des discussions à l'heure actuelle avec le Real Madrid, mais surtout le FC Barcelone parce qu'il n'était pas inclus dans le deal. Alors, quel est le deal en France? Eh bien, il y a eu un appel d'offres géré par Vincent Labrune et cet appel d'offres a permis à CVC de remporter l'appel d'offres tout simplement. Et ils vont investir donc 1,5 milliard d'euros pour récupérer 13% de la société commerciale de la LFP. Comment cette somme va être répartie? Eh bien d'abord, il va y avoir 100 millions d'euros qui vont être déposés en fonds de réserve, 100 millions d'euros en frais de fonctionnement et 170 millions d'euros pour rembourser le PGE. 100 millions d'euros en frais de réserve, c'est lié tout simplement à la possibilité de voir des clubs faire faillite et de garder cette somme-là en cas de coup dur. 100 millions d'euros pour les frais de fonctionnement, ça va gérer les infrastructures, les opérations et évidemment les salaires des personnes qui vont gérer cette société et cette participation. Enfin, il fallait rembourser le PGE compte tenu de la crise économique et de la crise sanitaire. Alors, quelle est la clé de répartition? Eh bien, le Paris Saint-Germain va toucher 200 millions d'euros, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais 90 millions d'euros, Nice, Lille, Rennes et Monaco 80 et les autres clubs de Ligue 1 33 millions d'euros. Alors est-ce que cette clé de répartition est juste? Est-ce que c'est volontaire de n'avoir que les clubs de Ligue 1? On en parlera tout à l'heure dans le sujet avec Pierre et il répondra justement à cette question. Il y a un autre point qui est intéressant, c'est qu'au niveau des droits télé, on va avoir les clubs qui vont pouvoir capitaliser sur leur notoriété si les droits télé augmentent entre 700 millions d'euros et 1 milliard lors du prochain appel d'offres. Sinon, on restera sur les bases
existantes déjà. Enfin, un point qui évolue aussi, c'est au niveau des droits internationaux. Ils seront répartis en fonction du coefficient UEFA, ce qui va imposer aux différents clubs, lorsqu'ils se qualifient en Ligue Europa Conférence ou Ligue des Champions, de la jouer à fond, parce que plus ils vont aller loin, meilleure sera leur dotation par rapport aux droits TV de la Ligue de football professionnelle. Alors, on a été le plus didactique et pédagogique possible ici. On va rentrer dans le vif du sujet et on va avoir l'avis donc de Pierre Rondeau qui nous a accordé une longue interview et qui va nous partager son avis sur ce nouveau deal. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous donner ton avis sur la création de la société commerciale de la LFP ? En quelques mots, ça va être compliqué. Je vais essayer d'être bref et synthétique. On va dire que c'est le sens de l'histoire dans l'idée d'une professionnalisation, d'une commercialisation, d'une rationalisation de la gestion d'un championnat professionnel. Pendant très longtemps et pendant peut-être trop longtemps, le football et le sport français dans son ensemble avaient une doctrine, en tout cas une structuration proche de l'amateurisme, où les ligues dépendaient des fédérations qui elles-mêmes dépendaient du ministère des Sports, où on avait une espèce de construction historique émanant de l'État et des forces publiques vers et en direction des ligues pro qui elles-mêmes en retour devaient transmettre et redistribuer vers les ligues amateurs. Donc on avait vraiment une structuration, une espèce de structuration, une structuration, une construction basée sur l'importance de la fédération, des fédérations et des structures amateurs. Là, la société commerciale, au-delà de ce qu'on pourra dire dessus, c'est une bonne initiative, une bonne idée, ça va dans le sens de l'histoire, d'une démarche professionnalisante vers la recherche d'une captation, d'une maximisation de profits, de rationalisation des profits, des bénéfices et de limitation des pertes, de minimisation des pertes, pour l'instant. Pour l'instant. Et quels sont les avantages pour toi du deal entre CVC Capital Partners et cette ligue ? Donc, quels sont les avantages 1 pour la LFP, 2 les clubs, et 3, tu me le disais tout à l'heure en off, quels sont les avantages pour CVC également ? Puisque CVC, tu l'as précisé, CVC va récupérer 13% des parts pour 1,5 milliard d'euros. Là, le premier avantage pour la LFP, et ça a été dit lors de différentes auditions devant l'Assemblée et le Sénat par Vincent Labrune et les membres de la LFP, c'est de sauver le football. Vincent Labrune, lorsqu'il avait été auditionné par le Sénat, admettait que les pertes étaient colossales pour les clubs français après avoir accumulé la faillite de Mediapro et le Covid-19 et l'arrêt de la saison 2019-2020. Il fallait sauver le football français, sinon il risquerait de tomber au même niveau que le championnat slovène. Donc le premier avantage pour la LFP, avant les clubs, c'est qu'on ait sauvé le foot français. En tout cas, on pourrait avoir sauvé le football français à travers ce deal de 1,5 milliard. Ce que va permettre ce deal, donc cette vente de 13% des parts de l'entité commerciale, premier élément, il est de très court terme, la LFP va pouvoir rembourser une partie du prêt garanti d'État qu'elle avait souscrite lors de la crise du Covid. Donc plus de 250 millions d'euros, une partie a été remboursée, il restait 175 millions d'euros à rembourser. La LFP va pouvoir rembourser de façon immédiate auprès de l'État ce prêt. Pour les clubs, la même manière, qui étaient en souffrance après avoir accumulé à la fois Covid-19 et faillite de Mediapro et diminution drastique et importante des droits TV, ça va leur apporter une marge supplémentaire, de l'argent, des liquidités supplémentaires pour venir voir l'avenir du football, les saisons futures. Donc c'est vraiment une sorte de roue de secours et d'assurance, puisqu'ils étaient passés de 1,15 milliard de droits TV estimés avec Mediapro à aujourd'hui 662 millions d'euros. Et enfin, pour CVC Partners, là, c'est un débat qui existe sur l'intérêt ou pas de venir parier sur la Ligue 1 française et de parier 1,5 milliard d'euros sur 13% des parts. C'est un pari, effectivement, c'est un pari pour eux, pour ce fonds d'investissement luxembourgeois qui pèse énormément. On estime qu'il gère déjà plus de 75 milliards d'euros d'actifs. Je dirais que c'est une brindille, finalement, cet investissement de 1,5 milliard pour CVC. Ça paraît énorme pour les suiveurs du foot français de croire que finalement, le foot français pourrait être valorisé à plus de 11 milliards. Pour le fonds d'investissement, c'est pas grand-chose. Donc c'est un pari, finalement, de se dire qu'on met 1,5 milliard aujourd'hui en ayant 13% des parts. Dans le contrat, il est indiqué que si la Ligue n'est pas capable d'apporter d'ici quelques années
les revenus nécessaires pour garantir la lucrativité du fonds et de CVC, les parts grimperont à 14%. Donc déjà, il y a l'assurance de pouvoir récupérer plus de pourcentage. Et quand bien même, si la LFP réussit à générer du profit pour CVC qui sera actionnaire, donc touchera des dividendes, si la LFP génère du profit, CVC étant actionnaire pourra, comme n'importe quel boursicoteur, revendre avec plus-value d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils ont payé 1,5 milliard, mais si demain 2025-2030, la Ligue 1 est valorisée à 1 milliard, ce qu'espère en tout cas Vincent Labrune, il y aura une plus-value, quand je dis 1 milliard, c'est les droits TV, il y aura une plus-value potentielle, il y aura des dividendes, et une plus-value potentielle en cas de revente des parts. Donc, si je m'arrêtais là à tous les niveaux, c'est intéressant pour la LFP, les clubs et CVC Partners. Ouais, très intéressant pour CVC, quoi qu'il arrive, en tout cas. Comment les sommes, elles peuvent être utilisées par les clubs, justement, parce que ce n'est pas expliqué précisément dans le communiqué qu'on a pu voir hier. Donc, est-ce que les clubs ils peuvent utiliser cette somme qui leur sont distribuées comme ils le souhaitent pour les transferts, les salaires, le stade? Comment ça va être utilisable? C'est pour ça que, heureusement, qu'on a de très bons journalistes, de très bons journalistes d'investigation qui viennent enquêter en coulisses sur ce qui peut se tramer lors des négociations, parce que c'est vrai que si on s'arrêtait uniquement au communiqué de presse de la LFP, on n'aurait pas grand-chose pour l'information. Ce qui est sûr, en tout cas, je n'ai pas connaissance, en tout cas moi personnellement, du contrat qui a été passé entre CVC Partners et la LFP, mais ce qui est sûr, et de source sûre pour m'être intéressé au sujet, lors des négociations avec l'ensemble des fonds d'investissement qui souhaitaient prendre des parts sur l'entité commerciale, lors des négociations il y a quelques mois, ces fonds avaient exigé, en tout cas il y avait une espèce tout le monde avait accepté cette idée que l'argent qui pourra être apporté via la vente et la cession de parts, l'argent récupéré par les clubs sera obligatoirement utilisé à des fins structurelles et conjoncturelles, vente de joueurs, enfin achat de joueurs et salaire. Et quand je parle structurel, c'est investissement structurel, c'est dans les stades, dans le centre de formation, dans les jeunes, dans l'équipe amateur, dans l'équipe féminine, ou alors conjoncturel dans les salaires, dans les transferts. Mais ils avaient stipulé que les clubs auraient l'interdiction d'utiliser la manne apportée par le fonds d'investissement pour rembourser leurs dettes issues du Covid et de la faillite de Mediapro. Ouais, donc c'est plutôt positif pour les clubs parce qu'ils vont pouvoir utiliser justement cet argent pour valoriser leur actif et justement promouvoir leur club et aller chercher de la compétitivité. Donc d'une certaine manière, si c'est bien géré dès l'été prochain, ou c'est 2024? C'est dès la saison prochaine qu'ils ont une partie des sommes et c'est allé sur 3 ans en fait. 2022, 2023, 2024. Ouais. Donc si c'est bien géré dès maintenant, il y a une compétitivité qui peut être très intéressante. Si c'est bien géré dès maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a pour toi des limites ou des incohérences dans ce deal? Les clubs ne pouvaient pas refuser ce deal. Ils avaient trop besoin d'argent. On parle juste sur l'année Covid, une perte de 600 millions d'euros. Tu rajoutes à ça la faillite de Mediapro, c'est colossal. Les clubs, l'année dernière, on parlait des probables faillites, de dépôt de bilan de certains clubs. Donc, il y avait une réelle inquiétude qui était évidente, qui était vraie. Là-dessus, on ne peut pas nier l'évidence. Donc, les clubs étaient obligés d'accepter ce deal, quoi qu'il arrive. Ils ne pouvaient pas se permettre de voter non lors du Conseil de la Ligue 1 de jeudi 24 mars. Par contre, ils l'ont accepté, mais il n'est pas exempt de tout reproche. Moi, il y a plusieurs questions qui me taraudent. La première étant que l'argent qui sera redistribué sera uniquement redistribué aux 20 clubs de Ligue 1 de la saison 2021-2022. On ne parle pas de clubs de Ligue 2, on ne parle pas de la redistribution solidarité, c'est uniquement les 20 clubs de Ligue 1, saison 2021-2022. Ça veut dire que les 2 clubs ou les 3 clubs qui vont descendre cette saison auront cet argent l'année prochaine et les 2 années suivantes. Jusqu'en 2024. Et les 2 ou 3 clubs qui vont monter cette saison n'auront pas d'argent. N'auront pas d'argent. Donc, n'auront pas d'argent. Ok, donc ça favorise les clubs. Déjà, il y a une discrimination sur pourquoi uniquement la saison 2021-2022. Ouais. Pourquoi uniquement les 20 clubs de Ligue 1, dont 3 qui vont descendre, enfin 2,5 s'il y en a un qui gagne, qui remporte les playoffs, enfin les matchs de barrage. Ça, c'est le premier élément, c'est une discrimination vis-à-vis des clubs de Ligue 2 qui vont monter en Ligue 1 mais qui ne toucheront pas l'argent. Et des clubs de Ligue 1 qui vont descendre en Ligue 2 mais qui continueront à toucher de l'argent jusqu'en 2024. L'autre élément, c'est, on nous dit, oui, ils ont perdu depuis le Covid. Le Covid, c'est 2019-2020. Ouais. Ils ont perdu depuis Mediapro. Mediapro, c'est 2020-2021. Ouais. Donc, quid des clubs, je pense notamment à Toulouse et à Amiens,
Quid des clubs qui ont souffert économiquement, qui étaient en Ligue 1 lors du Covid et lors de Mediapro, et qui n'auront pas d'argent, puisqu'ils ne sont pas aujourd'hui en Ligue 1. Alors qu'ils ont souffert au même titre que tous les autres, du fait du Covid et de Mediapro. Bien sûr. Donc déjà aussi, autre discrimination, c'est on a choisi les 20 de 2020-2021. Enfin, 2021-2022, pardon. Mais on n'a pas pris les 20 de 2019-2020, ni les 20 de 2020-2021. Donc, autre discrimination. Troisième point, c'est... Alors, discrimination, pas forcément, parce qu'encore une fois, ça peut se discuter économiquement, mais les écarts de dotation, de redistribution, entre d'un côté le PSG, qui va toucher 200 millions d'euros du milliard 5 versé par CVC. Ensuite, on a Lyon et Marseille qui vont toucher 90 millions d'euros. On a, alors j'ai plus en tête les clubs, mais il y a... Nice, Rennes, Monaco et Lille qui vont toucher 80. Qui vont toucher 80, et tous les autres de Ligue 1 qui vont toucher 33 millions. Donc déjà, tu as un écart très important entre le PSG 200 et 13 autres qui vont toucher 33 millions d'euros. Et tu as même un écart entre le PSG 200 et Lyon, Marseille 90 et Nice, Lille, Rennes à 80. Donc quand tu lis le communiqué de presse de la LFP qui parle d'équité, j'ai pas le sentiment de voir de l'équité. Ou alors je me trompe sur la définition de l'équité. Il y a une quatrième critique. Là, qui a été formulée, moi j'ai en tête un autre économiste du sport, Monsieur Guéant, à ce sujet, qui est aussi effectivement la redistribution sur ces 3 groupes de clubs, sur leur réputation, si je puis dire, est basée uniquement sur ce qui se passe actuellement. Et là, on a Nice qui est dans le chapeau 2. Nice, depuis 10 ans, sans vouloir leur manquer de respect, est ce que Nice a apporté au coefficient UEFA depuis 10 ans à la Ligue 1. Voilà, donc pas du même niveau que l'Olympique Lyonnais, pas du même niveau que l'AS Monaco, etc. Ouais, c'est sûr. Voilà, donc en fait, on fixe des positions aujourd'hui, à l'instant T, sans prendre en considération le passif, l'historique, l'histoire, la notoriété, la réputation. Ouais, mais justement, il y en a une qui a été émise par Daniel Riolo hier qui parlait de fossé qui se creuse davantage entre le PSG et les autres clubs. Tu l'as dit tout à l'heure, 200 millions pour le Paris Saint-Germain. C'est celui peut-être qui a besoin le moins de cet argent. Et on a 33 millions d'euros pour les autres clubs. Est-ce qu'on peut dire que l'écart va encore plus se creuser entre le PSG et les autres ? Il était déjà colossal l'écart, ne serait-ce quand tu vois là très récemment la publication des salaires entre les clubs, quand tu vois les différences colossales qu'il peut y avoir entre le PSG et les autres. Et là, tu vas encore plus donner à ce club tout puissant et richissime. Et dis-toi même qu'au départ, le PSG avait exigé de toucher non pas 200 mais 300 millions d'euros. Ouais, on parlait de 30%. Il y a eu une négociation en coulisses lors du Conseil de la Ligue 1 pour que finalement le PSG passe de 300 millions d'euros à 200 millions d'euros. C'est peut-être pour ça aussi derrière que la LFP s'est autorisée à parler d'équité en disant on a réussi à trouver une négociation équitable, le PSG devait avoir 300, il passe à 200. Mais voilà, moi encore une fois, je répète, ma définition de l'équité, telle que j'entends au sens de Rawls, un philosophe américain, c'est la discrimination positive. Je donne beaucoup à ceux qui ont peu et je donne pas beaucoup, je donne peu à ceux qui ont beaucoup. Ici, j'ai donné le plus d'argent. Alors, je comprends parfaitement l'argument de dire que grâce au PSG, on a 1,5 milliard. Grâce au PSG, grâce à Messi, grâce à Neymar, grâce à Mbappé. Parce que le deal ne se faisait pas sans le PSG, de toute façon. C'est ce qui se dit, voilà, bien évidemment. Ou alors, s'il n'y avait pas eu le PSG, peut-être qu'on n'aurait jamais eu un deal à 1,5 milliard, mais un deal à 800 millions d'euros, peut-être, très certainement. Mais simplement, on va encore plus creuser l'écart entre le PSG et les autres. Alors, économique, parce que sportivement, le PSG ne tourne pas très bien actuellement cette saison, donc quand bien même ils aient beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire qu'ils performent sportivement. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, il y a une corrélation évidente entre l'argent et les performances sportives. Et justement, on va faire la transition avec un club que je supporte et sur lequel je suis beaucoup suivi sur Twitter, c'est l'Olympique de Marseille. Justement, on parle d'inéquité. Le Paris Saint-Germain va prendre 200 millions, 17% de capital de CVC. L'OM récupère 6% du deal et pourtant, c'est le club qui est le plus diffusé. C'est le club qui remplit le plus de stades en France. Alors évidemment, à domicile, mais aussi à l'extérieur. Est-ce que l'OM peut se sentir lésé par ce deal parce qu'il se retrouve au même niveau que l'Olympique Lyonnais qui performe en Coupe d'Europe régulièrement, mais qui se retrouve au même niveau. Donc, est-ce que Marseille est lésé ? Et pourquoi Marseille se retrouve à ce niveau-là ? Bien évidemment qu'à l'échelle franco-française, les supporters marseillais peuvent avoir le sentiment d'être lésés. C'est une évidence. Là-dessus, je ne peux pas dire le contraire. Et oui, si on prend les résultats d'audience, d'audimat et de visibilité, de popularité,
Marseille, oui, même si moi j'ai beau être parisien, le Marseille est le club le plus populaire de France. Tous les sondages le démontrent. L'audience le démontre, enfin les audiences le démontrent. Même par exemple, je ne sais pas si tu en as déjà parlé, mais dans le partage des droits TV, il y a 30% qui est consacré sur la notoriété. Et à chaque fois, ces 30% basés sur la notoriété, c'est l'Olympique de Marseille qui touche la meilleure dotation devant le PSG, qui est deuxième, au niveau de la notoriété. Donc oui, chez Franco-Française, il y a peut-être un sentiment d'inéquité d'avoir été lésé. Là où je vais me faire l'avocat du diable et je peux comprendre la démarche de CVC et de la Ligue, c'est que les marges de manœuvre de la valorisation de la Ligue 1, elles sont à échelle internationale. Les droits de TV nationaux, on sait que ça risque d'être très, très compliqué. Canal, j'ai épargné tout le passif et toute l'histoire sur les droits de TV. J'imagine qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais la marge de croissance des droits TV nationaux, elle semble bloquée avec Canal qui a de moins en moins envie de diffuser le foot français, beIN Sport qui est moins chaud, Amazon qui ne paye que peu d'argent, 250 millions d'euros, RMC qui ne veut plus venir. Donc, il y a des difficultés sur une espérance de valorisation des droits TV nationaux. On est à 662, 663. Quand Vincent Labrune dit vouloir atteindre le milliard, il a beaucoup d'espérance. Moi, j'y crois pas. Par contre, la marge de manœuvre, elle est à échelle internationale. On est à 75 millions d'euros jusqu'en 2024 pour les droits TV internationaux. C'est là où la LFP, avec CVC Partenaires, veut tout miser et veut espérer, alors pas atteindre ce que font les Anglais à plus d'1 milliard, mais en tout cas au moins atteindre les 300 millions d'euros de la Serie A, qui pourrait donc multiplier par 3,5 les droits TV internationaux. Ouais. Et c'est là, malheureusement ou pas, je ne sais pas ce qu'en pensent les supporters marseillais, mais ceux qui tirent vers le haut la réputation de la Ligue 1 française à l'étranger, aujourd'hui, c'est le PSG. Il y a beau avoir des supporters marseillais ou lyonnais à l'étranger, aujourd'hui, 90%, voire 95% de la visibilité de la Ligue 1 française, c'est le PSG. Évidemment. Mais il y a un point qui est important et que tu l'as dit là, c'est que dans le deal CVC, la part des droits internationaux va être corrélée aux résultats des clubs français au niveau européen. Sur les droits, donc à 75 millions aujourd'hui, qui pourraient demain devenir peut-être 200 ou 300 millions d'euros, ce qui va pousser tous les clubs français, quels qu'ils soient, à se donner en Coupe d'Europe. Alors, on est plutôt bien représenté à Marseille cette année avec la Ligue Conférence, avec Lyon. Peut-être que vous serez même à jamais les premiers. Écoute, je prends. Je prends. Ça reste une Coupe d'Europe et remporter une Coupe d'Europe, ça n'a pas de prix. Paris a remporté une Coupe des Coupes, l'OM a remporté la Ligue des Champions. Voilà, c'est trop peu pour le football français aujourd'hui, c'est dommage. Donc, allez l'OM en Ligue Conférence. Mais après, alors ensuite, à voir, parce que là, je te parle des performances en Coupe d'Europe, enfin, tu parles des performances en Coupe d'Europe. Là, moi, c'est plus sur la volonté de vendre des matchs du championnat de France à l'étranger. Oui. Aujourd'hui, quand le Brésil, quand les États-Unis, quand l'Espagne diffusent le foot français, c'est le PSG. Si demain, Marseille est capable d'être champion d'Europe et de performer en Europe pour pouvoir attirer du monde et ensuite que les gens soient attirés par voir des affiches comme Marseille-Lorient ou Marseille-Saint-Etienne ou Marseille-Paris FC, peut-être demain. Là, oui, effectivement, on pourra remettre en cause l'idée d'avoir quasiment tout donné au PSG. Merci Pierre. On va terminer sur la dernière question. C'était le titre de la vidéo. Est-ce que CVC et la LFP vont sauver la Ligue 1 après le fiasco Mediapro, après la crise sanitaire Covid? Est-ce qu'on peut dire que ce deal va sauver la Ligue 1? À court terme, oui. À court terme, évidemment que la Ligue 1 est sauvée puisqu'elle récupère finalement les pertes dues à la faillite de Mediapro et au Covid-19. Maintenant, il faut voir à long terme comment ça va être géré. On a la grande phrase, c'est dire le loup est rentré dans la bergerie. Comment une Ligue 1, comment un championnat professionnel va-t-il être géré avec la présence d'un fonds d'investissement au sein du conseil des actionnaires, au sein des conseils d'administration? Alors certes, à seulement 13%, donc c'est pas très important, mais je suis curieux de voir comment un championnat va être géré avec un fonds d'investissement en sous-sein. Eh bien, écoute, on va suivre ça, on va attendre l'officialisation totale du deal qui devrait intervenir prochainement, les questions qui restent en suspens. Je pense que ce sera étudié prochainement par différents médias. En tout cas, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci pour toutes ces explications. Et n'hésitez pas à aller suivre Pierre sur son compte Twitter et à l'écouter sur RMC et notamment sur SoFoot. À bientôt.
Une nouvelle fois, merci Pierre pour cette intervention, merci pour le temps que tu m'as accordé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez appris et que le deal aura plus de sens aujourd'hui et vous aurez plus de connaissances grâce à ce deal. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour évoquer les nouveaux qualifiés à la Coupe du Monde 2022 au Qatar et on reviendra évidemment sur l'actualité du football et rendez-vous samedi prochain à midi pour un nouveau sujet sur l'actualité du marketing du football. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, un bon week-end d'abord et je vous dis à très vite. Ciao!